Bonjour à tous et bienvenue sur Bâtir en Ile-de-France, votre nouveau média qui vous accompagne tous les mois avec des interviews d'élus. Je vais enlever mon masque puisque on a respecté les gestes barrières avec mon invité qui est présent sur le plateau. Bonjour Martha de Cidrac. Je vous laisse enlever votre masque. Oui, moi aussi je me permets d'enlever le masque puisque nous respectons effectivement la distanciation. La distance. Et on s'est lavé les mains juste avant. Martha de Cidrac, vous êtes sénatrice LR des Yvelines. D'abord, pour expliquer aux plus jeunes, sénateur, ça veut dire quoi, sénateur, sénatrice ? Très bonne question. Alors, sénateur, déjà, ça veut dire parlementaire, puisque parlementaire est le nom générique qui s'applique à la fois aux députés et à la fois aux sénateurs. Et ça veut dire aussi que j'appartiens à ce que l'on appelle la Chambre haute, c'est-à-dire le Sénat, les représentants des territoires. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, représentants des territoires ? Très simplement que nos électeurs, ce sont les élus de vos territoires. Donc, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux votent pour les sénateurs qui doivent vous représenter, vous, au sein de la Chambre haute. C'est les grands électeurs qui votent pour vous, un peu Absolument. Comme aux États-Unis. Oui, d'une certaine manière, mais ce ne sont pas exactement les mêmes types de grands électeurs, puisque nous, c'est véritablement nos élus locaux qui votent pour leurs sénateurs. Martha de Cidrac, vous êtes rapporteure d'une loi climat et résilience. Alors j'ai deux questions. D'abord, rapporteur, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ensuite, climat et résilience aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand même beaucoup de mots là. Oui, effectivement, des mots-clés, j'ai presque envie de dire. Alors rapporteur, ça, c'est un des parlementaires, puisqu'il y a des rapporteurs à l'Assemblée, il y a des rapporteurs au Sénat, qui est chargé par ses pairs, donc par l'institution à laquelle il appartient, soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale, pour examiner un texte donné, un projet de loi, une proposition de loi, et l'amender éventuellement au sein de la commission à laquelle il appartient. Ok. Et vous êtes dans quelle commission au Sénat ? Moi, je suis vice-présidente de la commission aménagement du territoire et développement durable. Donc il y a des sujets qui vont nous intéresser ici. Et on disait climat et résilience. Oui, alors climat, ça ne vous a pas échappé, puisque ce texte de loi, je voudrais le remettre quand même dans son contexte. Vous vous souvenez ? Je dis vous vous souvenez parce que maintenant, avec la pandémie, on oublie beaucoup de choses. Ouais. On a eu les gilets jaunes qui ont donné le grand débat. Le grand débat a donné la Convention citoyenne. La Convention citoyenne a fait des propositions pour le climat. Et c'est ce projet de loi qui est censé reprendre un certain nombre des propositions de cette Convention citoyenne. Donc vous voyez, ce n'est pas arrivé tout à fait par hasard, d'autant plus que cela avait été une des annonces du président, de continuer sur le volet, on a eu la loi AGEC, mais sur le volet environnemental. Pourquoi résilience ? Alors je pense que la pandémie est quand même passée par là, et je pense que c'est aussi une façon d'envoyer un message pour dire nous sommes en transition écologique, nous ne sommes pas dans une révolution écologique. Donc je pense que c'est aussi pour tempérer les ardeurs que l'on pourrait avoir, y compris nous-mêmes les parlementaires, sur ces thématiques. J'ai posé la question à Michaël Nogal, qu'on a reçu il y a quelques semaines sur ce plateau, qui lui est rapporteur à l'Assemblée nationale sur l'un des volets du projet de loi climat et résilience. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a déjà 15 ou 20 ans de retard concernant ces questions d'écologie, de climat, quand on voit le procès du siècle, on est prêt. Est-ce qu'on n'est pas, on est prêt, c'est les initiatives des youtubeurs, vous savez. Est-ce qu'on n'est pas en retard déjà ? Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question un petit peu provoque, mais est-ce que vous vous sentez en retard sur ces thématiques-là à titre personnel ? Je pense que c'est une question que l'on devrait tous se poser individuellement, parce que le climat est l'affaire de tous, l'environnement est l'affaire de tous. Et de ce point de vue, donc, pour répondre à votre question, d'un point de vue législatif, peut-être. C'est bien pour ça que nous avons là une succession de textes. Loi AGEC, j'ai été rapporteur également la loi AGEC pour le Sénat. Maintenant, la loi climat et résilience. Donc, je crois que le climat est vraiment l'affaire de tous. Et si on attend à chaque fois que ce soit le législateur qui nous dise faites pas ci, faites pas ça, effectivement, on est en retard. Voilà, je vais pas vous tenir un autre sujet, mais il y a des choses qui sont très structurantes, notamment en matière d'aménagement du territoire, par exemple, qui doivent passer par la loi. Et là-dessus, je crois que les bonnes questions, en tout cas, commencent à être posées, sont même posées. À nous maintenant d'essayer d'apporter la plus bonne réponse aussi à cela. Donc je dirais que c'est un petit peu entre les deux, en retard pour un certain nombre de sujets, pas en retard pour un aspect législatif. C'est vrai qu'on pourrait avancer. On peut toujours aller plus vite, mais voilà, c'est bien déjà que nous y soyons. La loi prend son temps, la loi prend le temps de s'installer. Vous avez raison, c'est important. Il y a un gros dispositif et un gros processus de législation. On en a beaucoup parlé sur nos chaînes. Et justement, au mois de décembre, on avait eu un débat sur Bâtir en Ile-de-France avec des élus, Philippe Dallier, Philippe Dominati et d'autres, qui nous parlaient aussi, alors c'est un mot qui est compliqué à dire pour moi, d'artificialisation des sols.
Il l'est pour moi aussi, je vous rassure. Ça va. Mais alors justement, pour définir et pour se remettre un peu dedans, qu'est-ce que l'artificialisation des sols pour vous ? Alors en fait, c'est tout ce qui fait que vous avez une surface qui ne permet pas d'absorber, je vais prendre basiquement l'eau de pluie. C'est-à-dire que quand vous avez de l'eau de pluie, vous avez de l'eau de ruissellement. Est-ce que cette eau de ruissellement va en réalité être absorbée naturellement par un sol naturel ou pas naturel, mais enfin absorbant, ou est-ce qu'elle va aller dans nos égouts ? Je le fais simple. Parce qu'il y a un vrai sujet aussi en fait de tout cet aspect-là. Hein, donc l'artificialisation des sols, comme je le dis aussi mal que vous, voilà, est un vrai sujet. Et puis aussi, ça va renvoyer à une autre thématique, c'est la construction dans nos territoires. Oui. Dès lors qu'on veut moins rendre les sols artificiels, ça veut dire qu'on va densifier. C'est-à-dire que derrière ce terme-là se cache un autre mot qui ne s'exprime pas aussi clairement, c'est la densification. Quand vous dites densifier, c'est-à-dire qu'il faut construire plus de choses, plus de non, logements. très clairement, là où nous avons déjà des espaces minéraux, en fait, oui. donc qui ne peuvent pas absorber naturellement, par exemple, l'eau de pluie, peut-être faut-il s'interroger, est-ce que ce n'est pas là qu'il faut privilégier les nouvelles constructions plutôt que d'aller construire dans un champ de betteraves, pardon de le dire comme ça. Donc c'est cette interrogation-là qui va être amenée à être, d'ailleurs elle l'est déjà de toute manière, et le législateur, enfin en tout cas l'exécutif à travers ce texte de loi, souhaiterait pousser le législateur vers justement une amélioration dans ce sens-là. D'accord. Donc je crois que ça fera l'objet de grands débats puisqu'il y a l'aspect foncier de nos communes qui va être directement impacté par cela. Donc les élus auront à s'exprimer, ce qui voudra dire aussi que nous au Sénat, on sera particulièrement vigilants sur ce type d'aspect. Juste pour bien comprendre, quand vous dites densifier, c'est-à-dire qu'il faut construire dans les zones plus urbaines, par exemple ? Sans doute. Et peut-être des immeubles plus grands, peut-être ? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas commencé mes auditions. Donc, ce que je voudrais, moi, c'est me faire une idée assez précise de ce que sont les débats à l'Assemblée nationale. Moi-même, de me saisir pleinement du texte, modifié par nos collègues députés, qui va arriver chez nous en examen. Mais l'idée globale, c'est un peu ça. C'est-à-dire essayer de faire en sorte à ne pas manger de plus en plus sur du terrain qui pourrait être cultivable, qui pourrait être pour autre chose que du bâti, que du minéral. Je suis architecte dans mon autre vie, donc de ce fait, j'ai une sensibilité particulière à cela. Peut-être faut-il imaginer notre manière de créer la ville de demain différemment. Par exemple, vous savez, il y a le débat de l'étalement urbain qui est derrière cela. Aussi, donc, de quelle façon est-ce que demain on construit nos villes, comment nos villes s'étendent, parce qu'on ne peut pas non plus empêcher nos villes de grossir, de s'étendre et de devenir ce qu'elles pourraient devenir demain. Vous me l'avez dit, vous êtes architecte aussi de formation. Quand vous regardez aujourd'hui le Grand Paris et tous les débats qu'il y a autour du Grand Paris, qu'est-ce que ça vous évoque ? Les propositions de loi, il y en a beaucoup de complexité. Je pense ne pas être la première ni la seule à vous le dire. Je crois qu'on a perdu un peu de vue quel était l'enjeu initial en réalité de cette belle idée du Grand Paris, parce que c'est une belle idée en soi. En fait, qui disait quoi ? Qui disait tout simplement, on va essayer de rendre cette zone, ce territoire innovant, performant, attractif, de manière à ce qu'il puisse se développer au mieux. Et donc créons quelque chose. Et c'est comme ça qu'en fait, si vous voulez, il y a eu toute cette succession de réflexions qui ont été menées, qui n'ont pas abouti d'ailleurs, puisque je pense que vous connaissez le rapport qui a été fait par mon collègue Philippe Dallier autour de cela, qui, d'une certaine manière, disait, écoutez, consultons, écoutons en fait un petit peu les acteurs de ces territoires, de ces différents territoires, et essayons de trouver la meilleure solution, le meilleur dénominateur commun le plus large, qui permettrait à ce que tout le monde s'y retrouve. Parce que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que vous avez une gouvernance qui n'est pas forcément très identifiée par le commun des mortels. On ne sait pas finalement si on a affaire à une collectivité, à une belle idée ou à un outil d'aménagement. C'est quand même, ça reste un petit peu flou. Donc tout ça pour vous dire que je suis très sincèrement, c'est pas que je ne veuille pas vous répondre, en difficulté pour vous répondre très clairement. Moi, je fais confiance aux sénateurs et notamment à Philippe Dallier qui s'est emparé de ce sujet-là. Pour faire avancer cette idée, nous serons plusieurs à suivre évidemment les débats autour de cela. Et on a, sauf erreur de ma part, l'horizon 2026.
où on devrait commencer à voir un petit peu plus clairement sur cet aspect-là. Les députés vont en parler bientôt à l'Assemblée nationale. Oui. Ça arrivera ensuite chez vous et puis après ça repartira. Et ça repartira, voilà. C'est la navette parlementaire. Exactement. On parlait tout à l'heure de l'artificialisation des sols. J'ai réussi à le dire. On avait reçu aussi au mois de décembre pas mal de professionnels et aussi qui étaient en débat avec des élus qui nous parlaient de la crise et du contexte sanitaire en nous disant que de plus en plus de permis de construire allaient être bloqués et étaient déjà bloqués. Et c'est vrai qu'ils avaient eu des débats très intéressants, des échanges très intéressants avec les élus qui disaient oui, mais on peut rien faire, ou en tout cas pas tout de suite. Quel est votre regard par rapport à ça? Est-ce que finalement il faut encourager les investisseurs, les entrepreneurs à construire, et comment on peut les aider à le faire aussi? Mais en règle générale, pour l'économie, même comment on peut aider les investisseurs et les entrepreneurs à faire leur métier pleinement? Alors je crois que ça c'est une question qui nous anime tous les matins en ce moment avec cette pandémie, parce que on voit bien là en plus aujourd'hui, vous voyez, on nous dit on aura des annonces encore, on ne sait pas trop, on nous dit que la pandémie progresse, bref, qu'est-ce qu'on doit faire, que ce soit sur le secteur bien évidemment que vous évoquez, qui est fondamental, qui est très important, la construction. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut qu'on commence à imaginer ce que doit être demain, hein, mais quand je dis il faut commencer à imaginer, on est en théorie déjà, on a dû déjà faire ce travail, on a eu 1 an, puisqu'on est date anniversaire aujourd'hui quand même avec la pandémie. Donc je pense que là, pour le coup, tout à l'heure vous évoquiez perte de temps, je pense que nous avons perdu du temps, parce qu'à aucun moment il n'a été prévu ce qui serait demain en matière, notamment dans le secteur de la construction, de quelle manière faire repartir cette grosse machine que sont les chantiers, en fait, tout simplement, et tous les projets qui intéressent nos territoires. Et pour revenir à votre question première, comment expliquer le retard de certains permis, etc. La pandémie. Alors, la pandémie est la bon dos, c'est évident. Je pense aussi que tout le monde s'interroge. On a bien vu qu'il y a des pratiques qui ont évolué, ne serait-ce que dans le tertiaire. Ouais. Télétravail, pas télétravail. Le bureau, hier, qu'on imaginait d'une façon, comment sera-t-il demain? Donc, tout ça, évidemment, interroge énormément tous ceux qui sont acteurs dans ce secteur. Moi, je dis simplement, si je pouvais donner mon avis, détendons la situation. Je crois qu'il faut qu'on se projette, il faut qu'on avance, il faut que l'économie reparte, et non pas à coup simplement de prêts. Hein. Donc c'est bien, les dispositions ont été prises, mais je crois que maintenant, il faut y aller. Il faut y aller avec les risques que cela représente. Pour terminer cette interview, on va faire un que oui que non. Est-ce que vous connaissez le que oui que non? Écoutez, je vais découvrir avec vous, je pense. Il faut répondre que par oui ou que par non par les propositions que je vais vous faire. Martin de Fidrac. Alors, première proposition, est-ce que vous êtes sur Clubhouse? Non. Non? Vous n'avez pas été parrainé sur Clubhouse encore? Non. Bon, je vous parrainerai moi. Et vous viendrez participer à des débats. Que oui que non. Est-ce que vous avez regardé l'interview de Jean Castex sur Twitch? Non. Non, mais moi je suis déjà passée sur Twitch avant même que ce soit vraiment le Twitch qu'on connaisse aujourd'hui. Comment ça? Puisque Jean Massier, vous savez, oui, je connais Jean. Voilà. Et vous l'avez invité dans l'émission de Public Sénat. Exactement. D'accord. Voilà. Et je faisais partie des cobayes. D'accord. Ça s'était bien passé? Écoutez, je crois, oui. Je crois que l'audience avait bien fonctionné. C'est formidable le Twitch. Que oui, que non. Est-ce que vous croyez que LR aura un candidat à l'élection présidentielle? Je l'espère. Quelle question? Oui. Vous n'êtes pas pour une alliance avec Emmanuel Macron? Parce que beaucoup de monde... Non, j'avoue que non. D'accord, c'est bien, vous avez bien compris le jeu, vous restez que par oui, que par non, c'est parfait. Que oui, que non, est-ce que vous croyez que la France sera championne du monde championne d'Europe de football en juillet prochain? Oui, il faut. Ça serait bien. Que oui, que non, est-ce que vous serez députée un jour? Non, je crois pas. Ça vous plaît, sénatrice? Oui, j'adore. D'accord. Que oui, que non, est-ce que vous avez eu la Covid? Non. Tant mieux, continuez alors les gestes barrières. Que oui, que non, est-ce que la Convention citoyenne, c'était une bonne idée? Dès lors qu'elle a été installée, oui, il faut écouter ce que les conventionnels nous ont proposé. En revanche, j'étais très réservée. Je n'étais pas favorable à la création de la Convention citoyenne par tirage au sort. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu, là, on nous a dit qu'il y aurait peut-être une Convention citoyenne concernant l'euthanasie. On va mettre tous les sujets dans une Convention citoyenne? Non. Moi, je ne suis pas favorable, donc je vous dis non. Voilà. D'accord. Pour que ma réponse soit claire. Que oui, que non. Est-ce que vous regardez Top Chef? Non. Vous avez le temps de regarder la télé quand on est parlementaire? On a le temps de regarder la télé? À vrai dire, non. Ouais. Sauf quand on passe nous-mêmes, on adore se regarder dans le petit écran. Non, je plaisante. Non, en fait, non, malheureusement. Que oui, que non. Dernier que oui, que non de la journée. Est-ce que vous avez été indécise dans votre vie?
déjà été indécise? Certainement. J'avoue que votre question est difficile. Certainement. J'ai envie de vous dire oui. Sûrement. Aujourd'hui, vous êtes sûr de vous, c'est LR? D'un point de vue politique, vous voulez dire? Non, d'un point de vue politique, j'ai jamais été vraiment indécise, c'est vrai. Dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire oui, des indécisions, j'en ai connues, évidemment, comme tout le monde. Heureusement. Heureusement, oui. Merci beaucoup, Marta de Sénérac, d'être venue nous voir. Je rappelle à tout le monde qui nous regarde que vous êtes sénatrice LR des Yvelines. Vous revenez quand vous voulez sur notre plateau. Avec plaisir. Et bon courage, parce que je crois que vous avez des réunions de groupe, des réunions de sénateurs et sénatrices, finalement. Absolument. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Restez avec nous. Au revoir. Restez avec nous sur Bâtir en Ile-de-France. On va rester avec nous. Visitez la chaîne YouTube, allez voir toutes les interviews. On a plusieurs invités politiques, plusieurs débats. Nous, on revient dans quelques semaines, quelques jours pour une prochaine interview. À très bientôt.